Alors, bienvenue au monde de la course cette semaine. Je reçois mon coéquipier et mon Yeah! physio, le seul et unique Steven McElligott, Ouais, c'est Steve pour les ça. intimes. Le gars qui est comme anglophone, francophone, et puis qui traverse les deux mondes là, un petit peu là, et puis... Ouais, je Yep. suis honoré d'être sur le podcast, et merci à Frankie ici, à François de m'inviter là. Je suis Merci, très merci à content. toi de t'être déplacé en ce matin. T'es quand même assez busy. Steve vient de vendre son condo. Tu l'as mis quoi, une semaine sur le marché puis il est Une déjà vendu? vendu, mais comme il y a eu comme un échec parce que la personne avait comme une fausse idée que c'était que la construction était en béton, et puis maintenant on l'a revendu dans une autre fin de semaine. Là, il y a Bon. l'inspection aujourd'hui à 3h30. Alors j'ai nettoyé les petites choses là, pour que comme réparer comme une craque et blablabla. J'espère que les inspecteurs entendent pas ça. Et puis après ça, il y avait et mon fils a eu un vaccin hier, et puis à comme 2h du matin, là, le chat nous a réveillés, puis William avait une fièvre de 38,7. Là, on a dû lui mettre du Tylenol, mais il était endormi, alors il a avalé le Tylenol, il a toussé, puis il était en tabarnak. Oh, j'ai pas... j'ai arrêté. C'est correct, Non, c'est non, explicite. j'ai arrêté, j'ai dit. Alors là, c'était comme. Alors, j'ai rendormi à 3h30, mais c'est la vie d'un père de deux, là. C'est ça. Wow. Shout out to Catherine. Ouais. La femme qui doit Qui dealer gère avec tout, là, ça. même avec, comme, spécialement avec, après la naissance de William, j'avais 5 semaines avant New York. Ça, c'était incroyable, là. 5 semaines, et puis, ouais, le monde parle du baby doping, peut-être, là, mais j'étais comme, genre, j'étais comme, C'était- oui, t'as plus de temps de courir, peut-être un peu, mais t'es plus fatigué, puis Ah ouais, t'as, tu dois être complètement raqué là, après une naissance. Là. ouais, mais c'est comme c'est toujours comme deux, tu peux toujours gérer. C'est comme un chat ou un enfant, tu peux toujours tasser à l'autre, ou comme genre partager, comme oh, une personne fait une chose, une personne fait l'autre chose. Mais quand t'as deux enfants, là, impossible, et spécialement à Sophia, beaucoup d'énergie, elle a presque 3 ans, puis elle veut jouer, elle veut interagir avec du monde, elle doit comme apprendre et grandir, tandis que William, c'est comme un gros tas de patates, là. Non, non, mais il bouge, et puis, mais c'est comme tu dois l'occuper avec des choses niaiseuses, mais qu'il prend pas, mais j'ai juste lui doit s'occuper, tandis que Sophia, tu dois monter le niveau intellectuel un petit peu Ah ouais. plus. Ils ont quel âge? Là, William, il va avoir 9 mois dans 4 5 jours, puis Sophia a 2 ans et 9 mois, là. Sa fête est en octobre, là. Euh, elle est en août, là, c'est ça. Wow. Des beaux bébés. Ouais, les beaux gros bébés, Ouais, des beaux gros bébés. Sophia, ça va être ma sprinter, là. Elle, je vais l'entraîner pour être un bon coureur, une bonne coureuse de 400-800 parce qu'elle a beaucoup de puissance, là. Mais là, l'endurance, c'est pas là encore, là. Elle s'épuise durant les marches. Ok. Daddy, hold me. Je dois la ramasser. Alors, ça, c'est comme un cross-training pour moi, là. Un petit peu de crossfit où je dois faire des marches dans le plateau avec ma fille, soit dans mes bras ou soit par-dessus ma tête, là. Alors, je travaille mon core, comme je dis, là. Yep. Yeah, ouais, c'est ça. Puis il faut trouver le temps pour le faire parce Ah ouais. que, mettons, dans ton lifestyle, là, pas facile là, avec Non, la vente mais de condo. Puis les... tout le monde doit. C'est sûr que j'ai fait ma grosse course en automne, là, et puis j'ai fait un autre PB. Alors là, j'étais capable de me dire, je vais prendre un petit peu de break, là, et puis je vais pas prendre au sérieux pour un an, ou pour moi les derniers 6 mois. Là. J'avais pas le temps, et puis je pouvais pas comme vraiment focuser sur mon entraînement aussi comme je voulais. Là. Ouais, c'est ça. T'as pris un petit break. Là, tu sais, tu cours on your own, mais tu sais, Ouais. on te voit moins au workout. Mais je pense que c'est ça. Des fois, quand t'as une période tough, ben, comme que t'es busy, ben, faut que tu prennes du time off pour pas t'empirer ton Mais c'est cas. pas Là. juste c'est de blesser comme oui, j'ai une blessure chronique au tendon d'Achille, Ouais. alors, comme un cordonnier mal chaussé, Ouais, là, tout le monde comme le monde qui doivent comprendre, il y a plein de choses qui doivent, et puis moi ça fait 20 plus années que je cours là, et puis j'ai vu du monde qui courait avec moi des années comme dans les années 90 quand j'ai commencé jusqu'à maintenant. Et puis, je vois l'évolution de la course, et puis l'évolution de mes amis qui courent et tout ça. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui court encore que je courais avec à ces temps-là, qui n'ont pas arrêté, qui n'ont pas pris des pauses, des breaks, qui ont vraiment comme changé d'allure, ou comme genre changer d'événement, ou changer de façon de courir. Parce que c'est quasiment impossible. Parce que le niveau intellectuel ou mental, d'énergie que tu dois donner à la course pour performer est très demandant. ouais. Alors, si le monde veut courir vite ou courir bien, ou comme avoir ou pas se blesser, ils doivent se donner des breaks ou des pauses, ou genre changer un petit peu leur approche ou leur allure. Ouais.
Non, définitivement. Avant qu'on rentre ça dans le sujet justement des blessures, juste qu'on pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'on donne une petite introduction. Vas-y. Donc, avant d'avoir des enfants et c'est ça, to have the daddy life. Mais en fait, toi, comment tu as commencé à entrer dans le monde de la course? Ok, alors ça fait longtemps. Alors, ça fait Ok, alors, en septième année, j'ai couru comme genre. Ben, j'ai couru une fois à une rencontre de cross-country à 6 ans, à sixième année. Puis j'ai terminé comme loin derrière, loin, loin, loin. Mais j'étais comme, c'est fun, whatever. Là. Je vois une journée hors de l'école à courir. That's it, la journée. C'est ça, la journée On off. l'apprend. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi la course ou course rapide ou quoi. Le Même prof chose- de dire que je dis, vous avez une journée off. Alright. Ouais, c'est ça. Alors, j'étais comme, alright, je vais courir là-bas. Ah ouais. C'était au Morgan Arboretum, je me souviens bien. Puis là, on s'en va au secondaire, et puis t'as pas d'amis ou tu connais rien, alors t'es comme, alright, je vais peut-être me rejoindre, m'inscrire à un club ou à des sports. J'ai dit cross-country, alright, je vais faire ça. J'ai niaisé, je courais un petit peu, j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais. J'avais des souliers de tennis, là. Même pas des souliers de course, là, des souliers de tennis. Là. Ouais. Comme, et puis il y avait tellement démoli, ramolli, puis j'ai couru, j'ai terminé comme, alors à chaque rencontre, je m'avançais dans les places. Alors, je suis terminé comme 40e première fois, 30e, 20e. Puis en rencontre Bantam de GMA, j'ai terminé 12e dans la rencontre de la ville. Alors, je suis comme fier de moi. Je suis comme, ouais, 12e, ouais. Je me sentais comme, alright, cool. Comme, je suis pas terrible. Je suis pas bon, je suis comme pas horrible à la course, là. Puis genre, mon coach me dit, tu devrais signer le papier pour aller aux provinciaux. J'étais comme, what? Je suis 12e, là. Je suis comme, c'est les 5 premiers qui s'en vont, normalement. Ouais. Puis finalement, il n'y avait pas 5 gars qui voulaient y aller. J'étais comme, alright, j'y vais. Alright. Alors, j'y vais. Puis je termine comme 60e parmi comme 70 personnes ou comme quelque chose comme ça, là. Bien loin derrière, là. Ah ouais. Puis la prochaine année, je cours indoor track, je termine dans le milieu du peloton, là. Bah, pas fort. La prochaine année, je fais la même chose. Je m'inscris, je cours, je termine 14e dans midget, mais ma première année de midget. J'oublie en cadet. Alors là, j'étais cadet, première année, je termine 14e. Je suis comme, pas pire, là. Puis la même chose est arrivée. Il prenait 8, j'étais comme le dernier gars à aller. Puis j'avais vu des bons gars courir, là. Là, je commence à reconnaître les noms, le groupe. Et tu sais, comme, OK, wow, il y a des coureurs. Et puis là, j'étais comme un petit peu plus intéressé. Alors là, j'ai dit, tu devrais te rejoindre un club. Alors finalement, je me suis rejoint au club de McGill Olympique. OK. Avec le légendaire Sandy Spence. C'était un héros à moi, à Mélanie. Tout le monde, là, c'était comme un entraîneur. Il était un prof d'éduc à Lindsay Place. Il était champion national dans les années 50, mais il n'était pas capable d'aller aux Olympiques à cause de quelque chose, là, à cause de la guerre en 48, où il n'y avait pas de. Ou en 44, quelque chose comme ça, où il n'y avait pas de Jeux olympiques. Ouais. C'était plate pour lui, mais c'est ça. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, j'étais comme vraiment full accro à la course, là. Je me suis entraîné. Puis l'année prochaine, comme juste pour donner un exemple, là, j'ai terminé premier comme dans la ville de Montréal et dans les top 10 ou 20 comme au niveau provincial. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la piste assez sérieusement et puis quand même bien faire, là. Est-ce que c'était une différence dans l'entraînement? Comme quand t'étais petit, genre, tu t'entraînais-tu au début? Quand tu fais juste courir dans le cours de gym? Juste courir dans ton cours de gym ou tes deux pratiques, genre avec l'école. Et puis c'est pas assez là, même si tu cours comme 4-5 fois semaine, juste et puis jamais, je pense que les jeunes coureurs avant 16 ans ne devraient jamais courir plus que 4-5 fois semaine. C'est trop. Juste parce qu'ils doivent se développer avec d'autres sports ou genre développer leur école ou juste pas se blesser. Ouais. Et puis là, j'ai juste le niveau juste dans 4-5 mois d'aller comme genre de 14e à premier. Puis juste comme être vraiment très j'ai planté tout le monde. Là, t'étais passé à quoi? T'étais à 4-5 entraînements semaine? Ouais, c'est ça. J'avais 3 avec le groupe et puis 1 ou 2 jogs chez moi. C'était simple. Là. Et puis on courait comme genre sur un plancher de béton, comme de marbre dur autour de... C'était une ovale à Lindsay Place autour, comme le gymnase est comme dans le milieu c'est weird, là. Il y a comme un gymnase sur un auditorium, puis ils ont fait une ovale autour, là. Alors tu cours comme genre, tout le temps en tournant, il y a peu de droit, alors tu tournes à gauche, tournes à gauche tout le temps, là. Alors, c'est pas comme vraiment comme...
Ah ouais, c'est pas un Ben, ovale, il n'y c'est a un pas de cercle. straight, genre. là. Ok. C'est un gros. Comme, ouais, c'est un cercle, mais c'est vraiment un ovale. Comme, Ok, mais un ovale weird, genre. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, parce qu'il y a jamais. C'est pas un zéro, c'est Ouais, comme c'est pas zéro du vraiment tout, un ça, ovale. sans tourner en Ouais, tourne. ok. Wow. Ah ouais, et puis là, Mélanie a fait la même chose. Ah. Et puis on Fait que se tu la voit. connaissais dans le temps. J'ai connu Mélanie, et puis Mélanie était la meilleure comme coureuse des filles. Ouais. C'est très intéressant ce qui s'est arrivé avec Mélanie, c'est que Mélanie était comme très performant et puis comme une des championnes du Québec, elle a gagné quelques provinciaux. Puis soudainement, il y avait une couple de filles qui sont venues de l'Alberta, les O'Grovnik Twins, Lise et April. Une a couru pour McGill après Georgetown. Alors, c'est des coureuses qui ont comme planté comme Mélanie comme la meilleure au Québec là, à son âge. Là. Alors, à l'âge de juvénile et cadet, c'était même plus Mélanie qui était la première au Québec comme quand on était jeune. Et puis c'est intéressant, eux ils ont eu des bourses comme complètes pour aller à Georgetown. Alors, et puis l'ISO, ils ont fait comme NCAA, comme les vrais NCAAs, comme Division One Championships, et puis ils ont vraiment bien performé. Alors c'est intéressant comment que le monde de la course il a très évolué, comme il y avait du monde. Comme le Québec, c'était un petit monde. Et puis dans ces temps-là, dans les années 90 et puis les années tôt des années 2000, la course au Québec était pas aussi fort qu'en ce moment. Uh-huh. On a des beaucoup meilleurs entraîneurs, des athlètes qui performent beaucoup mieux. Là. Mais tant, j'ai gagné un championnat provincial en juvénile. Ah non, au scolaire, en juvénile, en 9-10 au 3000 mètres. Là. Pas bien fort. Gagné. Ça. Gagné, là. Wow. Pas bien fort, ça. Mais j'ai juste, comme c'était un championnat, alors tout le monde court pour gagner un championnat. Mais juste, Aussi. ouais, mais c'est quand ça, même, juste un dernier tour de 65, là, juste gagne le championnat. T'as juste à courir vite à la fin. Et puis, Ouais. mais quand même. Ça, juvénile, ça, c'est quel âge, ça? Ça, c'est 16-17 ans. Ok. Ouais. Non, ouais, c'est ça, 16-17 ans. Parce que scolaire, c'est drôle. Comme j'étais juvénile, mais j'étais quand même junior. Parce que moi, ma fête est en 83. Alors, mais en fin de 83, comme novembre, alors, j'étais déplacé d'un an à l'école parce qu'il y a comme la frontière, c'est comme le 30 de septembre ou quelque chose comme ça. Comme, genre, si t'es né avant le 30 septembre, tu rentres avec l'année précédente. Sinon, tu rentres alors même, comme moi, octobre, novembre, décembre, tu dois attendre l'année prochaine pour rentrer à l'école. Ok. Alors, c'est ça, moi, j'étais avec des gars plus jeunes que moi. Ah, Alors, ça j'avais aide. un petit avantage, là, Ah mais ouais. c'est comme... Mais Nice. c'est ça, le monde de la course. Alors, là, j'ai couru un 9-10, et puis j'ai couru quelques courses, et puis j'allais à... Alors là, on a été invité avec le groupe de McGill Olympique à un genre de semaine de la course, là, comme un track retreat. J'oublie, c'est comme Dr. Track. J'oublie le nom, mais c'était à Upstate New York. Alors, c'était comme vraiment quelque part, vraiment dans le bois de New York. Là. C'est comme l'université s'est appelée Alfred State. Alors, c'est quelque part entre pas loin de Rochester, Syracuse ou Buffalo, si vous connaissez. Alors, c'est vraiment au milieu de nulle part. Là. Et puis, alors là, j'étais allé là et puis j'étais comme un des gars les plus performants là-bas. Alors, j'ai eu comme un petit profil en ligne et ça, c'était comme dans les années... Ça, c'était dans l'année 2001, là. Les débuts Alors, de l'Internet. Là. Début de l'Internet. Alors, le fait que j'étais en ligne m'a devenu un gros avantage. Parce que moi, j'avais une idée dans ma tête comme moi et mon ami, on a écrit à quelques coachs et puis on n'a pas eu vraiment de réponse. Et puis j'ai écrit à Nike pour avoir une bourse. J'avais fait une lettre de 10 pages. Là. C'était drôle. Avec des photos avec mes temps, tout ça. Ah ouais. Ils m'ont remercié pour tout mon temps, mais dans leur tête, j'ai dit ils doivent recevoir 10 000 lettres comme ça à chaque semaine. Ah ouais. Ouais. Alors là, ils ont dit non, on va pas te donner de commandite. Là. C'est qui toi? Ah, Puis ça coûte on rien a eu. d'essayer. Puis là, genre de nulle part, un coach de New York, de Long Island University, il me dit Steven, est-ce que tu es intéressé pour courir avec nous, comme avoir une bourse de complète pour aller aux études? Là. Il m'envoie un courriel, genre de nulle part. Je me souviens, j'étais avec ma blonde à l'époque. Elle a commencé à pleurer. Genre, Ah ouais. fait, comment you're gonna go to New York? Ah ouais, c'était terrible. Là. Ouais, c'est L'homme doit aller à sa quête. Oh my god, sa quête de gloire là. Puis j'étais comme juste chanceux parce que j'avais aucune idée, j'étais juste à John Abbott, je faisais mes courses, je m'entraînais, je courais vite. Et puis là, j'ai eu une bourse. Alors, j'ai même pas fini de cégep. J'étais allé après une année là. Wow. Et puis dès que j'ai fait mes SAT, j'ai bien réussi, j'ai fait comme 13 000 et puis le max c'était 16, j'étais comme dans 85e pourcentile et 89 pourcentile. Qu'est-ce qui est très, très fort à l'école où je suis allé, alors c'était comme plus des notes. J'aurais même eu un pourcentage académique à cause de mes résultats de SAT, mais j'ai dit non, scholarship c'est
comme athlétique, c'est parfait ça. Ah, Alors, ouais. ma bourse m'a couvert comme quelque chose d'équivalent de 30 à 35 000 par année. J'avais comme hébergé, la nourriture, tout le kit. Ouais, c'est J'ai nice. La payé vie plus de de. taxes sur ma bourse qu'aller à McGill dans le temps. Alors c'était intéressant parce qu'aller à McGill c'était juste comme 700-800$ par année là, dans le temps. Wow. Mais c'est ça. Alors j'étais allé à New York pour 6 ans. J'ai fait qu'est-ce qu'ils appellent un BSMS là-bas. Alors c'est un bac, une maîtrise, mais c'est comme tu fais un petit peu des deux vers la fin. Alors la troisième année, déjà tu commences comme un peu des cours de maîtrise. Ouais. Mais parce que en Amérique, tu as 4 ans pour ton bac et puis après ça, tu fais ta maîtrise en Ouais. 2 ans. Alors, j'ai fait tout ça en 5 ans. OK. Alors, c'était très intéressant et puis très fun. Alors là, j'ai comme. Qu'est-ce qu'il appelle j'ai manqué une année à cause d'une blessure à qu'est-ce qu'il appelle aux États-Unis un Red red shirt. shirt. Ouais. Exactement. Et puis là, alors, j'ai pas bien fait mes premières 2 années. Mes premiers 2-3 années, mais après que je suis revenu de la blessure, là, j'étais comme quand même assez performant. J'ai commencé à courir là, des 1,56 et puis des bas 4 minutes encore au 1500, Ouais. qui était moyen, mais comme pas au niveau qu'il s'attendait. Alors, c'était juste plate que j'ai mieux couru après mes années d'université. Ouais. Et puis, comme il y avait les blessures, New York, c'est stressant. Et puis, je me sens coupable que. Honnêtement, j'ai toujours une petite culpabilité que j'ai pas donné. J'étais pas capable de donner mon mieux, peut-être mentalement. Ah, ouais. Ou que ça n'a pas bien réussi. Je vois du monde qui court là. Puis, j'aurais pu courir beaucoup plus vite. Là. Et puis, je vois juste la mentalité. Si je m'aurais comme transformé il y a 4 ans avant, comme quand j'étais à McGill, comme après que l'année que j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai quand même couru comme des 1,56 et des 4 flats au 1500 même sans comme tout le support, le cadrage de l'université. Alors c'était intéressant parce que j'avais juste entraîné un petit peu plus moi-même. Et puis j'étais juste mieux comme. J'avais grandi un petit peu, ma mentalité était un petit peu mieux à l'entraînement et puis de me prendre au sérieux. J'étais pas blessé. Puis là, je reviens à McGill. Et puis dès le premier, comme j'étais un des top coureurs au Québec, là, j'étais comme le premier Québécois au Interlock Meet. J'avais comme battu James Kudovius et puis un Alex Genet qui était comme sous les effets de mono, mais quand même j'avais quand même battu des gros comme noms à ce temps-là. Ouais. Et puis j'étais comme oh my god, je pourrais être un des bons coureurs. Et puis comme sélectionné sur 2 équipes du Québec pour le cross-country. Là. Alors, puis là, je suis comme alright, j'ai couru des 1500, j'ai couru des 800. Encore un petit peu plaisir. Et puis après ça, j'ai dit alright, je vais me courir un petit peu plus. Après, là, au fil des années, là, j'ai devenu physiothérapeute. J'ai dit non, il faut que je fasse un petit peu plus de long. Fait des demi-marathons, fait des marathons. J'ai fait Philadelphie, New York, Boston. J'étais un bandit, alors j'ai couru le marathon de Londres sans officiellement courir le marathon. Ouh. Ils m'ont sorti devant Buckingham Palace. Il y avait un agent de sécurité. Il est comme, Where's your bib? Je l'ai oublié. Je regarde ma montre, il est comme à 42,3. Je suis comme, alright, fini la course là. Solid. Puis non, c'était. Et puis non, mais la course m'a apporté beaucoup de choses parce que j'étais jamais capable de sortir de chez nous. Comme j'avais des gros espoirs, comme des rêves de sortir et puis de voyager ou d'aller aux États-Unis ou comme genre de courir longtemps et puis juste d'avoir cette bourse, cette opportunité-là m'a vraiment transformé comme en tant que personne et coureur que j'étais juste un gars de genre milieu de la classe et puis juste un. Tandis que j'étais allé à New York et puis j'étais comme nommé comme j'étais un des candidats pour être le valedictorien. Et puis j'ai gradué magna cum laude et puis j'avais plein de j'ai eu un petit peu comme de prix puis des petites choses comme ça. Alors j'ai quand même bien comme j'étais nommé who's comme among who's who. Alors qu'est-ce que ça veut dire que t'es une des personnes nommées comme dans des universités puis ouais quand même j'avais une bonne carrière académiquement et comme en tant que personnage, mais j'ai jamais performé autant que j'aurais dû. Comme j'ai fait quelques points au résultat, comme genre nos conference championships, alors tout le monde a des conférences ici, alors le RSCQ et tout ça. Ouais. Alors j'ai fait des points là, mais je n'étais jamais capable d'aller au régional. Même pas aller au final à NCAA. J'étais pas au niveau. Puis maintenant, je me dis ça, j'aurais pu être capable. Ouais, Si c'est quoi qui t'a empêché? Penses-tu parce que des fois, on a comme juste des blocs de progression. C'est exactement ça. Comme des blocs, mais aussi, c'est juste ta mentalité. Tu dois grandir. Et puis quand tu es dans un nouveau environnement et tu as plein de choses qui te stressent, l'école. Et puis c'est intéressant parce que je vois ça souvent avec des coureurs. Pas pour juste nommer des écoles, mais je vois ça comme une école comme McGill.
qui est très réputé académiquement. Ouais, que tu mets trop de stress, puis tu focuses sur les études, puis tu pognes des Red Bull toute la nuit pour tes examens. Et j'ai vu des coureurs, et j'ai des amis comme quand j'étais coach à McGill Olympique, et puis qui se prenaient leur priorité comme l'école, et puis je comprends, mais genre, il y avait des études, des façons d'étudier de merde, désolé, là, mais c'est genre... Ouais, last minute. Tout en dernière minute, et puis ils savaient pas comment gager, comme ils vivent et grandir, puis tu voyais, c'est juste un manque de maturité, puis de manque de planification, et puis c'est jamais si t'es rendu à ta dernière soirée avant, et puis tu t'étudies pour tout ton cours, là, t'es foutu déjà, là, anyways, mais ça c'est juste moi, là. Mais je te dirais, ça se peut, là, tu sais, mais je sais pas c'était comment à l'époque, mais je te dirais en tout cas, de nos jours, dépendamment du programme, à McGill, comme il y a du monde qui me décrivent un peu c'est quoi leurs examens, j'avais un teammate, Tristan, Big T, shout-out, je me souviens. que, tu sais, lui comme je sais pas comment il pourrait le faire pour étudier assez, tu sais, le gars, là, il est à la bibliothèque tout le temps, là, tu sais, puis je sais pas comment il pourrait faire parce que le niveau des examens dans certains programmes, comme le niveau de difficulté, c'est juste, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais moi, je dois avouer que quand je faisais ma maîtrise à McGill, je me concentrais un petit peu plus sur la course que quelques-uns de mes collègues de cours. Mais j'avais aussi comme un petit peu de background parce que j'avais déjà une maîtrise, alors j'avais un petit peu j'avais un petit avantage sur la plupart du monde, alors ça me stressait un petit peu moins mon cours. Tu as fait une deuxième maîtrise à McGill. Ouais, j'ai oublié de dire, c'est pour ça que je suis physiothérapeute. J'ai fait comme, j'étais là dans la première cohorte de qu'est-ce qu'ils appellent la maîtrise de physiothérapie, alors j'ai le qualifying year, alors à la place de refaire avant McGill, c'était un bac pour la physiothérapie, tu fais 3 années, tu pourrais commencer direct, alors c'est très avantageux pour le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est McGill, c'est la dernière école au Québec où tu devais avoir une maîtrise pour être physiothérapeute. Alors là, j'ai fait 1 an, alors c'était 2 ans et demi, puis j'étais physiothérapeute à place de recommencer à zéro, ou tu dois rentrer comme genre à mi-chemin. Comme tu fais tout ton anglais ou toutes tes choses avant, et puis là, tu fais juste des cours de physiothérapie. Alors c'était un petit peu d'avantage là, et puis juste le fait avec le Québec, c'est incroyable avec l'aide financière aux étudiants, là, c'est comme... Ouais. Ils me donnaient comme genre, c'était 1300 ou 1600 par mois, ou comme genre 13 000 $. Ouais, j'avais 13 000 $ par année. En prêt? Non, même en prêt et bourse. Alors 9 000 c'est une bourse. Pour l'année, genre? Ouais, pour l'année, 5 000 c'est un prêt. Puis l'année d'après, c'est la même chose, mais c'était moitié-moitié. Puis une autre demi-semestre après. J'avais comme peut-être 10 000 $ de dette, mais j'étais capable de vivre et mais pas de ça, c'est de la dette avec aucun intérêt pendant tout le temps que t'es là. Ouais, tout le temps t'es là. Et puis le taux d'intérêt est très faible parce que c'est prime, alors plus 0,5%. Alors c'est très... Alors c'est juste... Tu peux prendre ton temps pour la rembourser. Exactement, mais je l'ai payé autant. Tu sais quoi? Non, mais je l'ai payé aussi. J'ai été endetté. Alors, non, mais c'est incroyable comment... Moi, j'ai évolué. Moi, j'ai couru avec les temps de Bardet. J'ai couru avec les temps où les grands coureurs, comme je me souviens des clubs... Moi, je me souviens des clubs Regina Monday, comme la fin de Regina Monday. Okay. Et puis, je me souviens comme genre... comme du début de... Comme genre... Où ce que Montréal Olympique... où ce qu'ils ont été fusionnés comme... Fleur de Lys et un autre club se sont formés pour Montréal Olympique. Et puis après ça, la fin de Montréal Olympique. Et puis ils se reformaient avec les vainqueurs. Et puis, alors, il y a plein... Comme moi, j'ai vu l'évolution des clubs et de la course. Et puis, je suis parti pour 5 ans, 6 ans. Et puis, je suis revenu. Puis c'était très intéressant comment que le monde de la course a très bien évolué au Québec. Là. Il y a beaucoup de bons entraîneurs qui sont venus ou qui sont formés avec des degrés universitaires ou beaucoup d'années de course dedans eux qui ont vraiment pris la relève et puis ont monté de niveau ici. Là. Ah ouais. C'est pas la même chose aujourd'hui que dans ton époque. Là, non, il y avait comme... C'était vraiment le temps comme... Genre, si tu regardes le temps médiéval, c'est vraiment les Dark Ages. La course québécoise, mais j'ai profité pour être comme quand même un bon coureur. les années sombres. Mais c'est ça, t'as vu plusieurs clubs se dissoudre, si on veut, ou se transférer, mais après ça, d'autres renaissent. Mais toutes renaissent, mais c'est juste que le niveau... Il y a des clubs qui ont vraiment comme toujours été bons ou comme
toujours maintenu un bon niveau. C'est juste que les experts, la course, les coachs sont tellement mieux formés. Il y a beaucoup d'investissement dans le coaching, dans l'entraînement du personnel qui entraîne les jeunes ou les coureurs. C'est incroyable quand le monde, ils ont plus de... Comme, même juste avec l'Internet, le monde, au moins, c'est pas comme avant où tu avais un coach et puis... Tu prenais ce que ton ancien coach t'avait dit. Exactement, puis, comme juste la démocratie de l'information Ouais. quand même. Et puis ça part des blessures et juste de façon d'entraîner. Le monde sont moins blessés, peut-être un petit peu moins blessés, mais c'est intéressant, sont un petit peu plus timides, mais sont moins blessés aussi. Là. Alors, c'est comme, dans le temps, tu t'entends les histoires du monde qui courait comme 100 km, comme genre à 18 ans là, par semaine ou des choses comme ça, ou comme courait des bons niveaux de kilométrage. Mais maintenant, c'est moins la tendance que le monde sont plus spécifiques et puis plus comme focusés sur qu'est-ce que eux ils doivent faire et ouais, selon leur distance puis tout. Là. Ouais, non, mais c'est juste que tout le monde faisait soit ils couraient trop ou ils couraient trop d'intensité, trop de temps. Ouais. Alors les sprinters, à la place de courir beaucoup, ils couraient trop vite. Ouais. Alors trop d'intensité, comme faire des intervalles à 9 sur 10 ou 80% comme tout le temps. C'est à la place de faire plus de départs, plus d'entraînement dans le gym, plus de cross-training, où ce que tu développes les muscles que tu as besoin pour courir, et puis juste travailler un petit peu ta technique, à la place de courir juste haute vitesse tout le temps. Ouais. Penses-tu que les coachs, combien penses-tu avaient comme une certification officielle, tu sais, de quoi, tu sais, de... Mais j'ai fait mon niveau 2, comme ancien niveau 2, je sais plus là, ces affaires-là. C'est comme, genre, j'ai comme entraîneur de club d'endurance. Ouais. Alors, j'ai fait ça avec Vincent à Sherbrooke, et puis tu voyais que il y en a de plus en plus. Tous les gros clubs, ils ont des coachs qui sont certifiés. Oui, aujourd'hui. Ouais, mais c'était pas tannant. C'était juste des anciens coachs qui ont été des entraîneurs ou des athlètes de haut niveau qui ont juste dit, moi, je vais être coach et puis tout ça. Peut-être qu'il y avait des certifications, mais il n'y avait pas de dans politique. Le temps, c'était juste, fallait que tu sois dans le milieu, puis tu veux faire ça, puis... Mais il n'y avait pas de politique, même où ce que tu dois renouveler tes crédentiels ou tu dois continuer tes certifications, tout ça. Non, c'était juste... Après 5 ans maintenant, si tu fais pas aucun cours et tu n'es plus coach, là, ou que tu dois vraiment perfectionner ton approche et puis ton éducation. Ah ouais, ben s'assurer que t'es aux nouvelles, que tu suis les nouvelles, tu sais, que tu vas pas faire des... Mais c'est sûr que ça démocratise un petit peu moins parce que tu veux juste avoir un coach qui est certifié tout ça. Alors, mais c'est comme, c'est ça le problème que j'ai. Mais c'est quand même accessible. C'est accessible, c'est juste que genre, les athlètes et puis les coachs veulent pas perdre leurs bons entraîneurs, leurs bons athlètes pour un autre plus gros club et tout ça. Ouais. C'est que j'ai vu tout le temps un petit peu de bataille là-dessus, là, où que, comme un athlète, comme moi j'ai changé, et puis j'ai vu ça trop, comme je performais pas assez avec mon coach, alors j'ai commencé d'entraîner avec un autre coach, Mike Babb, et puis je faisais plus de vitesse. Puis ça m'a donné quelque chose. Attends, Mike Babb? Quand j'étais jeune, oui, Mike Babb, là, de Mike McGill? Babb était un petit peu de mon coach pendant la dernière année parce que j'étais juste tanné de faire les mêmes workouts avec Sandy Spence. Ok. Des années 90. Alors, je faisais les mêmes workouts pendant comme, genre, chaque année. Puis j'étais comme, non, il faut que je fasse quelque chose de différent. C'est pour ça que j'étais juste content d'aller aux États-Unis. Parce que Mike Babb me donnait des entraînements. Alors, c'est juste, ça donnait un petit peu de niveau et puis ça m'a perfectionné ma vitesse. Alors, j'étais capable de bien courir au provincial. C'est pour ça que j'ai gagné comme une médaille d'or au provincial junior une année. Là. Tout le monde était comme un autre championnat ou quoi. Alors j'étais comme, j'ai pris la chance et puis boum. Wow, Mike Babb. Mike Babb, oui. Pour ceux de McGill. Là. Ouais. Pour Mike Babb, il était un coach avant que maintenant. Avant d'être assistant. Là, avant d'être vraiment comme un glorified stopwatch holder. Ouais. Pauvre gars, là, il est réduit à ça. Là. Mais ouais. Non, j'adore Mike Babb. Il est très bon. Il connaît le monde, il connaît les athlètes. Ah ouais. Non, il est quiet, mais tu sais, des fois, là, après ça, je fais une course, puis il me dit, oh ouais, that's it, là, à ce moment-là, quand je te dis ça, t'as fait ça, yes. Non, il est bon sur la personne. Il y a des coachs qui connaissent comme un petit peu plus de psychologie, pas juste comme les temps, les workouts, et puis tu dois connaître les athlètes, tu dois savoir comment les pousser, comment les motiver, tout ça. Ouais. Bon, là, on va move in le topic des blessures. Tout d'abord, ouais, parce que c'est pour ça qu'on t'a amené ici. Ouais, juste pour me jaser, comment on s'en fout de Steve. Là. Non, mais... si vous me parlez pour une heure de Steven, là, je m'emmerde aussi, là, je comprends. Là. Toi, t'en as eu une bonne trolley de blessures, quand Absolument. même? Ben, je vais dire, comme durant mes études, là, j'ai eu une déchirure de mon labrum de ma hanche. Alors, pour 2 ans,
on n'avait aucune idée pourquoi j'étais blessé. Pendant 1 an et demi, on va dire. Wow. Et puis, alors, je me blessais, je me faisais des étirements à la haine tout le temps. Alors, flexeur, la haine, et puis on savait pas, et j'avais une douleur, j'étais pas capable de courir. Et puis, ça emmerdait le monde, là, parce que j'étais thérapeute sportif, et puis dans mes stages, je voyageais avec l'équipe, alors j'étais comme l'assistant, alors j'ai aidé, puis là, et puis j'avais une bourse, et puis il y avait d'autres athlètes jaloux parce que j'avais une bourse, et puis eux, ils couraient, et puis moi, je faisais rien, parce que j'étais blessé. Alors, c'était quand même vraiment une jalousie. Puis, c'est très compétitif, juste même entre Aux athlètes. States, c'est Ouais. très compétitif, j'ai Alors l'impression, là- avec les bourses puis tout, c'est Exactement. ça. Là. Alors, tout le monde veut faire comme payer leurs études. Ben ouais. Ben parce que ça coûte tellement cher, c'est ça. Très Là, cher. tu- Alors là, et puis là, finalement, il y avait un chirurgien. J'ai fait 2 IRM. Puis là, finalement, le chirurgien a trouvé que j'avais un déchirure du labrum et peut-être puis une déformité ou ce que cam deformity, cam pin, c'est où ce que comme genre dans ma hanche, où ce que le cou du col fémoral, il était comme genre trop étroit, alors ça coinçait dans ma hanche. Alors ils ont réparé ça. Puis mon chirurgien était quand même, on sait pas comment que ça va se passer avec la course ou quoi. 4 mois plus tard, j'ai recommencé à courir tout le kit et 6 mois je m'entraînais là. Alors j'ai quand même eu un gros changement après ça. Et puis après ça, ces 2 années-là, là j'étais capable de vraiment comme être bon et puis de retourner à la course sérieux comme avant. Là. Alors c'est comme ça que j'ai ma première grosse blessure. J'ai eu des périostites. Pendant mes 2 premières années de retour à New York, là, j'avais des périostites. Puis après ça, j'ai des blessures de genoux. Mais c'est juste la mal façon de... Là, en étant physio et puis en étant coach et puis avoir couru, là, je vois pourquoi j'ai eu C'est Et pourquoi. moi, en tant que physio, la première chose que j'essaye de faire, c'est... Je m'en fous de la blessure. Je veux savoir pourquoi le monde se blesse. Ouais. Parce que si tu Ah ouais. sais comment le monde se blesse, tu peux prévenir. Ben et c'est ça le plus important parce que c'est ça, Moi, c'est je veux- tellement plus facile de prévenir moi, que j'essaie, de... genre, je passe comme un peu plus de temps d'écouter le monde et puis de savoir pourquoi que de toucher le monde. Je suis pas gros comme... Il y a beaucoup de thérapeutes manuels qui vont faire beaucoup de manipulations, beaucoup Ouais. de massages et tout ça. Moi, je suis très gros sur comme... c'est comme pourquoi mécaniquement la quantification du stress Ouais. et puis pour voir comment le monde se blesse et comment ils peuvent prévenir et puis comment qu'on peut leur progresser tout ça. Ouais. Peut-être je suis comme un évangéliste de Blaise Dubois. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, qu'est-ce que tu penses de Blaise Dubois? mais C'est moi, ça, t'as l'air d'être d'accord avec lui pas mal, là, pas de sa mal. philosophie. Sa philosophie est quand même très très bon. C'est Ah sûr ouais. que le monde ne sont pas d'accord avec sa philosophie sur la façon, le barefoot running. Le et puis minimalisme, le ouais. minimalisme et tout Ouais. ça. Toi, t'es où là-dessus? Ah, c'est drôle. Alors, il me tuerait si je dirais que moi j'ai adoré mes Vaporfly. Là. Ah ouais. C'était comme des gros poussins, Ah là, puis je me sentais bien, là, Ah ouais. relax, et puis ça m'a au moins aggravé mon tendon d'Achille. Mais si tu regardes l'indice minimaliste et tout ça, comme moi je cours dans des minimalistes comme de genre 50-60%. Là. Alors, Ouais. c'est quand même haut, comme genre, Quand même 1400 assez minimaliste. Ouais, assez minimaliste, mais mais juste parce que j'ai grandi dans les souliers gros, tout ça. C'est sûr que et avec l'évolution, tout ça, le monde sont prêtés à courir comme avec des gros souliers qu'on n'est pas nécessairement supposé de faire. Comme Ouais. en Afrique, tout le monde court en pieds nus, tout le kit. Ouais. Mais ils n'ont pas de béton, là, il n'y a pas de stress, ils sont Ouais. pas assis tout le temps. Alors, nos pieds sont différents. Alors, Ouais. si tu regardes ça comme juste ça, c'est une opinion là, que je forme à travers de qu'est-ce que j'ai lu. Ouais. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, je ne sais pas que le minimalisme va catcher à 100%. Juste parce que le monde doit, c'est vraiment qu'est-ce qu'il appelle un paradigm shift. Comme dès le début, j'essaie de comme moins mettre le soulier autant que possible avec ma fille, juste parce que je veux Ouais. développer ses pieds, courir Ouais. dehors. Et puis tu vois qu'ils n'ont pas de misère à courir dehors, ils n'ont pas de misère à courir sans souliers. Ouais. Puis je vois ma femme et puis, oh, you gotta wear shoes, elle doit mettre des souliers tout le temps ou comme doit mettre des bas. Non, je dis non, développe. Faut qu'on développe les pieds, on doit développer les muscles intrinsèques du pied, on doit être plus fort. Ouais, ça ressemble beaucoup à un article de Simon Benoît qu'on avait reçu justement qui disait ça. Il disait, tu veux vraiment, quand tu développes ton enfant, tu veux faire ce que tu fais, c'est-à-dire là, c'est sûr, là, si tu vas dans un parc, là, peut-être que genre que tu vois pas trop, qui est un peu louche, là, peut-être. Ouais, mais c'est ça, mais ouais. la plupart des enfants, quoi, ils vont dans le sable. Ouais. Sable, c'est instable. Sable, c'est pas dur. Ouais. Sable, ils font travailler toutes sortes de mouvements du pied. Ouais. Ils travaillent plus fort et puis ils montent sur genre le Jungle Gym. Ils vont montrer sur tous les manèges là, et puis ils vont travailler, ils vont faire des choses. Alors, c'est ça que pour la plupart du monde, le monde ne coupe pas assez
sans souliers ou sans, ils développent pas assez leurs pieds, leurs mollets. Honnêtement, si tu aurais une chose à dire aux coureurs, c'est qu'on doit développer leurs pieds et leurs mollets. Parce que les souliers protègent beaucoup le pied et le mollet. Trop. Trop. En général. Alors, c'est ça, comme les coureurs, le plus de pieds de souliers que tu as, le plus ta blessure va être plus haut. Genoux, hanches, dos. Tandis que. Plus que ton soulier est gros. Ouais, plus que ton soulier gros, plus qu'il il est absorbant ou quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu vas pas changer ta technique de course, tu vas pas utiliser tes mollets pis ça. Exact. Donc ça va monter à tes genoux pis c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est la plus grosse affaire que moi je dis. Le moins de souliers possible, ou le moins pesant possible au moins. Là, c'est ça la bonne tendance ces années, comme maintenant. Là, que les souliers sont beaucoup plus légers. Ouais. Et quand même moins stables. Moins de contrôle du pied. C'est comme une autre chose que peut-être les podiatres ou comme les orthésistes maïseraient, là, mais je suis dans l'envisage de Blaze avec ça. C'est qu'il ne devrait pas avoir beaucoup. Tu dois, pour avoir des orthèses dans le pied, tu dois corriger quelque chose de très spécifique. De très comme normalité comme dès la naissance ou quelque chose où tu as vraiment comme une grosse différence entre la longueur d'une jambe versus l'autre. Ou comme genre ton pied est vraiment croche, comme il est tourné à l'envers. Alors... Ben, sinon tu dis que ça reflète simplement le fait que tu as été trop. Tu n'utilises pas assez tes pieds parce que ton soulier le protège. Exactement, trop. Mais comme tu regardes le fameux exemple de Usain Bolt. Est-ce que si tu as entendu de lui, il a une scoliose, il a une jambe plus longue que l'autre, là. Il a plus d'appui sur un pied que l'autre. Là. Si tu analyses tout le monde bien mécaniquement, là, tu vas voir que le monde croche. Ouais, personne n'est parfait. Là. Personne n'est parfait. Abigail Selassie, plaît pas. Il y a un truc comme, il y a vraiment une grosse pronation du pied. Là. Une légende de la course, pour ceux qui ne connaissent pas. Gabriel Selassie, googlez, checkez, allez voir sur YouTube. C'est l'ancien teneur du record mondial. Du marathon, du 5 000, du 10 000 mètres, c'est comme la légende éthiopienne. Même Mo Farah, il parlait de lui récemment parce qu'il y a un hôtel où il s'est fait comme cambrioler, là, comme quelqu'un, c'est intéressant. Là. Quelqu'un a volé les choses dans la chambre à Mo Farah, puis Mo Farah a affronté Ali, il comme « Hey, il y a du monde qui rentre dans ma chambre, va. » Il y avait du beef entre ces deux. Il y a du beef parce que c'était avant le marathon de Londres récemment. Ouais. Et puis là, alors c'est en avril, et puis là, tu t'en vas que Mo Farah avant une des plus grosses courses contre Eliud Kipchoge. Kipchoge. Ouais. Et puis là, il focus sur le fait qu'il s'est fait cambrioler à la place de focuser sur sa course. Alors, ça l'a détruit mentalement. Et puis il a couru quand même un 2,06. Tandis que Kipchoge a couru comme 2,1, là, et puis genre juste relax, là. Ouais. Mais il y a du monde qui se font facilement déstabiliser mentalement. Mais tu sais, c'est sûr, c'est un peu freaky, là, te faire voler tes affaires. C'est sûr, moi, je sais pas, je pense peut-être que moi aussi, je serais assez pisse, puis je pas super. Mais, tu sais, je peux voir comment il pourrait avoir un autre coureur que tu fait comme moi, ok, whatever. C'est le manque d'énergie, là. Ouais. Il a quand même couru 2,06. C'est un record européen. Ouais. C'est un record britannique, là. Il a bien couru. Il a bien couru, mais imagine s'il y aurait peut-être, genre, tu sais, c'est toujours comme... Tu peux pas regarder en arrière parce que... des hypothétiques. Et ça, mais est-ce qu'il aurait couru 2,5? Est-ce qu'il aurait quand même tenu plus longtemps à Eliud? Sûrement. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Moi, j'ai l'impression souvent, c'est ça, on se donne... on essaie de penser à autre chose, mais on se dit, c'est peut-être pour ça. Mais en réalité, j'ai l'impression souvent, on race day, tu vas faire ce que tu vas faire. Comme... C'est un automatisme. Comme à New York, juste 3-4 semaines avant New York, je devais monter sur le toit parce que comme un des voisins en haut se plaignait parce que le compresseur il faisait trop de bruit. Alors j'ai dû mettre des caoutchoucs comme avec des absorbeurs très performants là, qui me vient. Et puis là, j'ai soulevé une compresseur et puis j'ai fait une entorse au dos. Alors j'ai vraiment. Ça, c'est combien de temps avant? C'était comme 4 semaines avant New York. That's freaky. Et puis là, j'étais comme même pas capable de tenir mon fils comme longtemps pour comme 4-5 jours. Là. Et puis j'ai quand même couru. Là, je pouvais pas m'asseoir pour 15 minutes, mais j'étais capable de courir. C'était intéressant. Là. Et puis j'avais de la douleur à m'asseoir. Et puis, alors juste mais je savais, j'avais 4 semaines à New York. Là, j'étais pas le temps d'être blessé. Ouais. Et puis je pouvais pas. Et puis j'avais des brûlures au dos. Et puis tout le kit. Alors j'ai chance que je travaille dans... Là. ouais, mais j'ai fait tous les traitements au monde là, comme,
Et puis, je suis quand même capable de courir. Mais même dans ma mentalité de course, le matin même, là, lorsqu'on était assis, parce que avant un gros marathon, là, tu dois t'amener plus de 3 heures plus tôt, te lever à 5 heures, 6 heures du matin, tout le kit. J'avais un petit peu de douleur au dos, parce que j'ai resté avec des amis. Le matin même, là. Oh, Mais boy. j'étais quand même courir de mon meilleur temps en vie, là, et puis j'avais jamais senti mon dos durant la course, là. Alors, c'est juste, il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler de notre tête, là. Et puis, je travaille avec du monde qui se blesse au travail avec des entorses lombaires et puis des choses comme ça, et puis ils focusent beaucoup sur la douleur et qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire ou à place de qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils doivent se motiver pour faire leur vie. C'est sûr que la douleur est sentie dans la tête. Il y a une partie physique, mais elle est ressentie dans la tête. Mais il faut faire attention parce que moi, j'ai l'impression. Ben, peut-être pas dans ce cas-ci, mais j'ai l'impression que souvent la douleur, moi, je vois ça comme un signal. C'est ça que je dis tout le temps à mes athlètes. Je dis la douleur, c'est un signal de ton corps qui dit d'arrêter. À quel point, combien de fois est-ce que c'est vrai cette Non, mais phrase, ça doit dépendre du contexte. La douleur est un indice important, spécialement quand il y a des blessures chroniques répétitives Ouais. ou de course, si on veut. course ou quelque chose comme ça. Ou alors avec les genoux, avec les genoux Ouais. du coureur. Parce IT que quand t'as mal, IT band. IT band, patellofemoral, syndrome Ouais. fémoro-rotulien, syndrome de bandelette, Ouais. l'essuie-glace, Ouais. ou les syndromes genre ou des périostites. Ça, c'est comme trop de stress, comme la Ouais. quantification du stress. Ça vient de là-dedans. Fait que ça, faut que tu écoutes quand t'as mal. Faut que tu écoutes. Quand tu as une autre blessure comme moi, j'avais une blessure du dos où j'étais capable de courir et j'avais pas mal. Ok, ça Mais affectait j'avais- pas la course, Ça l'empirait affectait pas. pas la course, Ok. mais genre, j'étais capable, j'avais quand même des choses empêtaient ma vie, mais j'étais capable de compenser. Alors là, le problème avec les coureurs, c'est beaucoup de mouvements répétitifs Ouais. qui stressent les mêmes structures et le même temps. Alors, pour protéger le corps de ça, faut qu'on soit plus fort et il faut qu'on varie nos mouvements. Alors, il faut pas qu'on court tout le temps, court sur des différentes surfaces. Qu'on renforce les points faibles, les points où on l'utilise moins, comme les pieds, les mollets et juste les genoux. Faut qu'on Les fasse fesses. ben les fessiers. Honnêtement, le monde attaque beaucoup les fessiers. Ben, c'est ça, moi, je me suis souvent fait dire, j'ai les genoux qui vont trop à l'intérieur. Ouais. Donc, il faut que je travaille mes fessiers parce que ça veut dire que mes fessiers sont faibles. Absolument, mais comme ça, est-ce que c'est génétique? Oui, si tu travailles tous tes fessiers, mais qu'est-ce qui arrive avec des syndromes de bandelette ou d'essuie-glace? Ils ont fait des études et puis ils ont dit que c'est pas comme tout le monde pensait. La tendance dans le temps, c'est comme, oh, t'as des syndromes de bandelette, d'essuie-glace, foam roller ou hip abductors, tu travailles des abducteurs de hanche. Puis c'est pas vrai, c'est si tu dois travailler le genou. C'est que ton genou est trop sollicité et alors il stresse au point faible sur le côté du genou. Alors, c'est que tu dois renforcer le genou au complet et qui va avec la hanche. C'est très dur de séparer le genou et la hanche. C'est comme Ouais. qui vont ensemble. Comme le muscle du quadriceps, il va de haut en bas. Alors, il commence à la hanche et puis il se termine dans le tibia. Alors, c'est un muscle qui travaille deux jointures. Alors, c'est que les deux vont ensemble. Alors, si tu et puis il y a d'autres études et puis je me souviens de ce cours que quand j'ai fait avec un gourou de la physiothérapie, Dr. Bram Jam. Et puis tu vois qu'il est comme traite un genou et si la personne a mal à la hanche, et 50% de ces personnes vont avoir plus mal ou vont être mieux. Ils traitent même pas la partie du corps blessée. Si tu traites la hanche, le genou va être correct. Ouais, et Ok. vice versa. Ils ont fait ces études-là. Alors. Ben, c'est que c'est souvent de la compensation, un peu comme C'est tu super, dis. mais c'est comme le fait que de travailler, le travail c'est le travail. Comme Blaze, il donne comme, si tu regardes le site de la clinique du coureur, il y a pour la plupart des blessures, il y a des choses plus avancées, mais pour la plupart du monde, il y a une ou deux blessures, exercices très simples comme la descente, la marche pour les syndromes de bandelette ou les fémoro-rotuliens. Pour les périostites et les mollets, tu descends c'est comme les heel raises où que tu lever et descendre du talon là, sur un pied, sur une marche et des choses comme ça. Ouais, C'est tu quand me les même as donné, ça. exactement. Alors pour la plupart du monde, ces choses marchent juste pour comme renforcer de base. Et puis après ça, tu peux le faire à des niveaux, des choses évoluer comme plus des fentes, des sauts, des choses où tu Ah ouais. mets plus de Puis là, stress. c'est plus du strengthening. Puis, ouais. Alors, c'est comme juste que tu dois toujours comme modifier le montant de stress. Quand quelqu'un est blessé et puis c'est arrivé tout de suite, tu dois pas comme augmenter la cote de douleur qu'ils ont durant le mouvement, durant le... Non. Et puis l'important, c'est la douleur pendant et la douleur après. Le gros feu rouge pour moi, avec tous les coureurs, avec toute blessure, c'est la douleur après. Si t'as mal après, ça veut dire que c'est inflammé, ton corps doit se battre pour
comme réduire l'inflammation ou réduire comme la douleur. Mhm. Ça veut dire que tu as trop irrité quelque Ouais. chose. Et puis c'est un signal comme vrai feu rouge, parce que t'as trop fait, tu dois te calmer. Ouais. Douleur pendant, c'est moins peur. C'est comme un feu jaune, genre, tu dois te freiner un petit peu. Ouais. C'est que t'as quelque chose qui est pas 100%. Faut que tu fasses attention, puis si ça persiste Ouais. après, là, Et ça puis il y a une devient douleur fou. comme 10, comme 9 sur 10 pendant comme genre tes plus gros courses de ta vie, tu t'en fous, tu te fonces et puis tu deals avec plus tard. Là. Ça dépend, comme douleur c'est une affaire subjective aussi. C'est sûr que si tu veux courir bien, des fois tu dois te pousser dans ces limites où ce que tes chances et tes restes de douleur sont très hauts, comme regarde Charles Fulbert, là, il se blesse avec son niveau de performance, il se pogne des blessures. Là. Ouais. C'est pas qu'il se blesse tout le temps, là. Sorry Chuck. Mais genre, tout le monde a des blessures qui arrivent à lui, à tout le monde. Alors lui, il s'est blessé, il a manqué quelques courses. Et là, il y a le championnat national qui s'en vient. Alors, il doit focuser sur certaines courses. Et puis des fois, juste le niveau et le volume et l'intensité de l'entraînement, il faut, le plus que tu performes, le plus que tu cours, le sûr que le plus que tes restes de blessures sont légèrement plus élevés. Là. Mais c'est aussi, c'est que son entraînement est quand même assez élevé. Tu sais, ce gars-là, il fait beaucoup il va au gym beaucoup, mais aussi, tu sais, ses jogs, c'est je pense son jog, c'est autour de 4010 kilos, tu sais. C'est plus vite. La Fait plupart, que, c'est comme du 350, là, je c'est vois. ça. Et puis, il fait des doublés, et puis il court quand même. Il court, genre, on le voit sur Strava. Et puis ça, c'est juste qu'on voit sur Strava. Imagine C'est qu'est-ce ça, qu'il- il est même pas tout, là, en plus. Ouais. Fait que, tu sais, on se doute, là, que, tu sais, il en fait beaucoup assez vite, donc, tu sais, c'est aussi ça, là, c'est aussi qu'on entraîne. Mais t'as jasé de foam rolling, ça me mène à une question du public, donc Oui, le public, hey, j'adore yes. vos questions. Yes. Alors, Alors, tout d'abord, on a Annick Bessot, notre Bonjour, teammate. Annick. Salut Annick, que je vais Oui. recevoir bientôt en juillet, je devrais la recevoir pour un et puis podcast sur la elle est nutrition. présentement aux États-Unis, à Washington. Alors, une Ouais. Montréalaise qui a déménagé. Alors, Ouais, et non, elle a fait comme toi, mais plus tard. Plus tard, Elle là. a visité les États-Unis. Elle demande, c'est quoi ton opinion sur le foam rolling? Penses-tu que c'est important que les athlètes visitent un physio régulièrement, même s'ils ne sont pas blessés? Et pourquoi? Donc, on va commencer le foam rolling. Ok. Qu'est-ce que Alors, t'en foam penses? rolling. Alors, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y avait récemment un article publié dans le magazine Outside par Alex Hutchinson. Oui, moi je le suis beaucoup, oui. Ouais, alors, Un ancien de McGill. Un ancien de McGill, un coureur très bon, là. Ouais, il y a encore le record, 3,52 au 1500. Exactement, que personne n'a été capable de battre. J'ai manqué êtes- 2 fois. vous êtes point terrible, 5, là, point honnêtement. 5, 2 fois. Affreux, vous autres. Ah, Je niaise, ça. ouais. Mais genre... alors, mon opinion personnelle, ça fait du bien à la tête. Ouais, Si tu regardes l'article, c'est clair Ouais. qu'il n'y a pas vraiment de croyance scientifique que ça va améliorer ta perfection, la performance. Quelqu'un qui foam roll avant ou après, là, ils Ouais. font la même chose. mais là. prévention de blessure. Moi, tout le monde me dit, là, je me Préven- suis fait dire, quand j'avais mon IT bench, je me suis fait dire, roule du foam roll dessus. Alors, peut-être je vais être comme dans la minorité de la communauté de Ouais. physiothérapeutes. Là. Honnêtement, si t'as pas de douleur, si t'as pas de raideur là-dedans, et si ça te fait trop mal, pourquoi? J'aime pas faire des choses qui font mal, qui irritent après. Ouais, mais c'est la mentalité no pain, no gain. là. C'est là, alors, il y a beaucoup de monde sur beaucoup de soft tissue. Alors, ils travaillent les tissus mous, ils mobilisent tout, ils massent tout. Et puis, alors, peut-être ça va te faire du bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de croyance. Alors, si tu veux comme une réponse vraie, les revues systématiques parlent du foam Oui. roller et puis disent que c'est pas de la BS, là, mais c'est comme. Ben, Mais ça dit qu'il n'y a pas ça va pas augmenter tes performances. Est-ce que ça Ouais. va pas prévenir tes blessures? ça Pourquoi? va pas prévenir tes blessures. Non, parce que tes blessures viennent de trop stress. Ouais, Alors, c'est comme l'affaire, c'est pas la raison pourquoi tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça parce que tu te sens raide ou comme tu trouves que tes muscles sont tendus. mais j'ai beaucoup de monde qui vont dire, là, qui vont dire, je suis blessé parce que je suis tendu, je me sens tendu. Je sais pas si, tu sais, Non, ça se t'es peut- blessé. Non, mais je le les plus- crois qu'ils se sentent tendus. Exactement. Mais, tu sais, est-ce- C'est comme l'œuf ou la poule. Non, c'est Ouais. comme, regarde à la ferme là. C'est comme, t'es pas- Regarde la ferme. regarde pourquoi tu te blesses. Ouais. C'est pas parce que t'as pas fait de formulaire, t'es tendu. C'est parce que t'as couru comme, genre, sans te réchauffer, il y a un vilain et t'as dormi 3 heures par nuit, là. Ouais. Mais là, c'est ça, le sommeil puis Le la sommeil. quantification, les deux plus gros prédicteurs de blessures. Exactement. Et puis juste comme, et si tu manges pas, et si t'as beaucoup de stress de ta vie,
le stress de la vie augmente le stress que tu vas avoir de la course et puis il va diminuer tes performances et augmenter les risques de blessure. Alors, c'est des petites choses que moi, je regarde le gros écran, là, je regarde le big picture. Là. Ouais. Puis c'est ça, en plus, quand t'es blessé, en plus, t'es encore plus stressé. Parce que là, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir faire le prochain workout? Ouais, exactement. Mais si, comme je veux dire, c'est toujours bon de s'étirer, de se travailler comme, genre, les étirements statiques, honnêtement, pour les coureurs, bof, pas utile pantoute, là. J'ai vu les coureurs les plus raides qui sont pas... Mais j'ai vu des livres comme, genre, The Art of Running, The Art of Coaching Running, non, Art of Running Faster, puis il parle de PNF, il parle d'étirement dynamique et qu'il faut que tu sois un petit peu souple et tout ça. Je pense que c'est plus important avec des courses plus vite, ou ce que tu dois avoir plus, parce qu'il y a un certain niveau où ce que tu dois courir, comme tu dois allonger ton stride et être flexible pour ça. Fait que ça, c'est tu fais du 1500, peut-être du 3000, 1500 et moins surtout. Ouais, exactement. Là, quand il faut vraiment que tu ailles vite sur une course. Si tu regardes la corrélation, le 1500, les plus vite sont les plus tight. Ouais, c'est ça. Les coureurs d'élite sont très tight. Leurs jambes sont tight. Alors, parce ils sont capables d'être rigides et plus forts. Comme un ressort. Tu veux pas que ton ressort soit mou, tu veux que ton ressort soit exactement. rigide. Alors, l'affaire, c'est que le muscle est très dur d'être très fort et très lousse et très allongé. Soit que tu dois être contracté, fort et puissant comme les bodybuilders ou que tu dois être lousse comme un gymnaste. Alors oui, peut-être étirer. Honnêtement, c'est plus important de faire un bon cool-down, un bon retour au calme. Je traduis tout le temps les termes là. Non, mais c'est correct. Non, mais parce que peut-être le monde... pour habituer les gens au terme, pour ceux qui connaissent pas les termes. La plupart des courses, la plupart des coureurs vont parler comme... Si tu regardes la littérature anglophone ou quoi, ou le reste du Canada, ils vont parler, ou même juste les Québécois qui sont allés aux États-Unis ou quoi, ou hors du Québec, ils vont parler comme genre, là, je dois faire mon cool down. Même moi, là, j'ai été au Québec tout le temps, puis même quand j'étais à Cégep André Laurando en français, c'est cool down. Là, c'est ça, mais retour des termes utilisés. Là. Retour au calme. Ton réchauffement et ton retour au calme. Ça, c'est le plus important. Et puis, genre, de faire des étirements dynamiques ou des bondissements ou des choses où tu stresses le corps juste légèrement pour réchauffer le corps. Ça, c'est plus important. Alors, il y a les coachs, quand j'ai fait mon niveau de coaching, ils ont quand même un bon programme, la plupart, genre, pour se réchauffer avec, comme genre des leg swings, des lunges, des bondissements, comme des A-skip, B-skip. Ça, c'est des choses très importantes de faire avant au moins de courir vite. Honnêtement, je veux dire, franchement, la plupart du temps, j'ai fini de travailler, j'ai marché toute la journée, je me sens relax, je mets mes sous-les-couches, je vais courir. J'ai pas le temps, là. Non, c'est ça, moi aussi j'ai la même mentalité. J'écoute mon corps, j'écoute mes blessures, j'écoute comment je me sens. Il faut sous-écouter son corps. Le corps est notre meilleur outil qu'on doit utiliser. C'est comme ça que tu préviens d'être blessé. Non, c'est ça. Puis, ce que tu dis, c'est ça. Stress, corps, et puis quantification de la charge sur le corps. Fait que foam rolling. Foam rolling, honnêtement, j'ai deux foam rollers. J'ai deux foam rollers chez moi, là. Et puis, au début de ma carrière de physiothérapie, je l'utilisais beaucoup plus que j'utilise maintenant. Là. Je veux dire, franchement. Au fur et à mesure que les littératures scientifiques est sortie. Mais j'essaie avec le monde. Et puis, s'ils s'en sentent bien après, je leur dis de le faire. Si ils aiment ça, puis si ça les relaxe, puis ils sont moins stressés après. Exactement. Mais si comme ils sont tendus, puis ils ont mal, et puis ils se sentent moins tendus. Hey, pourquoi pas? Mais c'est ça, si leur stress, ça leur déstresse. Mais s'ils me disent que ça fait rien, est-ce que je vais voir le monde qu'ils vont faire des choses pour faire rien? Est-ce qu'ils vont m'écouter si je leur donne des exercices qui travaillent pas les muscles ou qui leur font pas d'effet pantoute? C'est ça que tu dois, pour avoir la compliance avec que le monde investisse dans tes exercices ou pour te guérir, ils doivent te croire. Alors si tu leur donnes des choses qui leur affectent pas ou qu'ils travaillent pas du tout, il y a du monde qui sont tendus, du monde qui ne sont pas tendus. Du monde qui travaille sur le foam roller, ça leur fait rien et je leur fais pas faire ça. Mais c'est intéressant ça, parce que ce que tu dis, c'est... On pense souvent qu'un bon physio, ça va être quelqu'un qui a plein de connaissances, puis va tout évaluer exactement, puis il connaît chaque muscle, puis chaque Mais aussi, une des bonnes qualités que ça prend, c'est d'être capable d'établir une relation avec ton client pour t'assurer qu'il va faire les exercices que tu lui donnes. Parce que souvent,
tu sais, je sais pas c'est quoi les Non, statistiques, mais mais tu sais que t'as plein de monde, tu leur dis quoi faire, tu sais que ça va les aider, mais ils le font pas à la absolument, maison. mais tu sais, le plus grand prédicteur que si la personne va être guérie d'une blessure ou quoi, mais ça parle plus de la psychothérapie, mais ça applique Ouais. à tous les thérapeutes, c'est que s'ils investissent, s'ils croient à toi, Ouais. s'ils investissent dans Ouais, toi. les études montrent ça, là. On dit Alors, pas de la BS, là, non, c'est non, vrai, là, c'est prouvé. alors faut que ils investissent dans toi et tes exercices et tes blessures et tes connaissances. Ouais. Et puis moi, je suis peut-être pas le meilleur physiothérapeute. J'étais pas le mésothérapeute à l'école. J'étais pas le plus investi dans la recherche sur l'école. Mais j'écoute et puis je fais qu'est-ce que Ah je ouais. pense que le monde a besoin avec qu'est-ce que eux ils me disent et puis juste d'investir mes expériences avec leurs expériences et de les écouter. Parce Mhm. que j'avais une patiente, je me souviens, où elle est sortie et puis elle était comme elle a vu plein d'autres thérapeutes, plein d'autres professionnels. Puis elle se sentait comme mal avant et puis rien marchait. Je l'ai investi dedans. Et puis là, alors, on a fait des exercices, elle s'est sentie super bien. Elle est comme, oh, je vais faire tes exercices, je t'écoute, je vais te référer du monde, tout le kit. Intéressamment, elle avait fait un rendez-vous, un lycéen avait fait un rendez-vous. Après ça, elle a annulé. Et puis la personne que j'ai vue au début m'a annulé. Et puis il dit, oh, il m'a pas ben touché. Il m'a juste donné des exercices. J'ai googlé mon diagnostic et c'est pas pantoute. Et puis déjà, Ouais. j'ai Là, perdu, ouais, j'ai ouais. perdu cette personne-là. Et puis cette personne n'était pas investie dans. Et puis j'ai dit, et puis je l'ai rappelé, j'ai dit, regarde, je suis content que t'aurais. J'ai dit, franchement, j'ai dit, je suis content que t'as annulé ton rendez-vous parce que je pense pas qu'il y a un lien de confiance entre nous. Et puis je pense pas que j'ai pas dit que c'était pas bon de googler tes diagnostics, mais je pense que t'es mieux avec quelqu'un qui croit que. Non, j'ai dit quelque chose. Quelqu'un à qui tu vas faire confiance, que tu penses qu'il va C'est exactement, t'aider, j'ai puis- dit ça très diplomatiquement Ouais. parce que j'ai juste vraiment comme. Je me sentais trahi qu'elle se sentait bien et voulait pas évaluer comme. Genre donner ses chances et puis dès qu'elle a eu une douleur qui est revenue à la place de comme genre écouter et puis avoir un plan à match, elle est tout de suite sur l'ordinateur. Alors c'est Mais c'est quelqu'un. ça, c'est que tu t'attends, tu te dis, va voir ton physio, tu te dis, après ça, je vais plus avoir aucun problème. Mais Ouais. crime, tu sais, il y Non, a mais toujours du monde de quoi avec qui va des blessures pop-up, là. chroniques Ouais. ils écoutent pas. Alors, Ouais. c'est très dur comme être. Genre, quand t'as beaucoup mal ou quand t'as le mal qui dure longtemps, c'est très dur sur une personne. Et Ben puis, oui, ça c'est change clair. leur mentalité. tout. C'est clair, là, dès que tu dit ça, dès qu'il y a un setback, là, tu veux googler, tu veux voir, mais là, qu'est-ce que ça Absolument. dit, puis c'est ça, souvent, tu vas voir, quand tu googles n'importe quoi, tu vas voir, ah, ça a l'air que j'ai l'Ebola, puis j'ai ça, puis tu sais, tu googles, puis tu vas voir n'importe quoi. Mais toi, justement, pour parler du lien de confiance, moi, une des raisons pourquoi je t'ai choisi, c'est parce que je savais que tu étais un coureur, tu sais, je connaissais un peu ta philosophie, fait que, tu sais, ça m'a mis en confiance avec toi. Je savais que j'allais te voir, puis tu sais, t'allais me faire comme t'avais une approche no nonsense, tu sais, une approche pas, tu sais, du gros bon sens de, tu Ouais. sais, je vais pas te faire des thérapies manuelles de gna 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 que si je sais que ça va pas t'aider ou que ou que les chances que ça t'aide sont à peu près infimes, je vais juste te dire, ben, tu sais, je vais te voir, puis je m'attends à ce que tu me dises, ok, cours pas, Ben, ou réduis ta course, fais ben, tant. Puis tu sais, c'est moi, tu sais, I trust that. viens juste de partager sur Twitter un article sur la physiothérapie. Puis il y a beaucoup de monde qui parle Physiotherapy is rife with snake oil. Alors, ça parle comme genre des physiothérapeutes qui font des interventions très peu basées sur la science Ouais. et qui n'aident pas comme genre. Ouais. Ah, c'est Mais le intéressant. monde pense que c'est des pros. Ils se disent, ah, lui, il est Ouais. capable de me manipuler puis de me faire des affaires. Puis, Ouais. tu sais, Et si puis- tu passes beaucoup de temps sur une machine ou avec des aiguilles ou comme. Genre, la plupart. Si tu touches la personne, au moins ça, il y a de la science là-dedans. Au moins, si tu parles beaucoup comme genre de l'acupuncture, puis là, les acupuncteurs, ils vont me tuer. Là. Ouais. Non, mais Ouais. il y a peut-être. Ça travaille un petit peu, puis des fois, ça travaille quelque chose, mais Mais Ouais, la science la ouais. science est pas forte là-dessus. Là. Non. Et puis, genre. Elle est nulle là-dessus. Puis genre la chaleur, puis les tens, et puis ça te fait du bien temporaire, mais la science, ça guérit rien, là, Ouais. ça te fait du bien, mais paf, ça te fait comme Ouais. très temporaire. Ouais. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que est-ce que toi tu guéris beaucoup de. Est-ce que tu traites beaucoup de coureurs? Puis est-ce que tu penses que. À quel point tu penses que ça t'aide d'être dans le sport? Ouais, c'est très important. Comme Ouais. je guéris quand même assez, dans ma clientèle quand même, on a une petite clinique à Verdun, on a quand même une grosse clientèle, comme c'est
Verdun, c'est un quartier ouvrier où il y a beaucoup de monde qui travaille, ils se blessent au travail. On est à côté d'un hôpital, alors la plupart de notre clientèle, c'est des blessures de route ou blessures de travail. Alors j'ai comme une vingtaine 20 à 25%, c'est une clientèle privée, puis j'ai un bon comme 50% de ces personnes-là sont des coureurs. Privé que c'est des coureurs, C'est des coureurs ou des athlètes. Et puis, c'est sûr que d'être coureur, c'est comme un atout, c'est très important pour guérir des coureurs. Parce que tu comprends ce qui traverse, tu et comprends... puis quand même juste, j'aime traiter du monde blessé avec... C'est pour ça que je suis allé dans la physiothérapie, parce que je voulais pas juste suivre le monde qui se blessait et puis être pas bon à les guérir. Tandis parce que la course, comme l'athlétisme, et puis être thérapeute sportif, c'est que tu suis les équipes, tu leur traites sur le champ et puis t'es pas bon à faire de la réadaptation. Désolé, thérapeute sportif. Vous êtes moins basé sur la réadaptation parce que vous avez deux champs de pratique. C'est comme vous traitez les athlètes, oui, vous êtes bon à traiter des athlètes, mais que des athlètes de haut niveau qui se blessent tout de suite. Mais vous avez l'aspect urgent comme ambulancier paramédic parce que vous devez être sur le champ, guérir, blesser. Alors, l'affaire, c'est comme tout le monde a leur force et puis les physiothérapeutes sont pas bons. Comme il y a des sports physiothérapeutes, genre tu dois faire des cours et des choses comme ça. Mais un thérapeute sportif est aussi bon qu'un sports physiothérapeute dès le départ. Alors, c'est comme toute profession leur force et puis leur lacune. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, je veux faire plus de réadaptation et puis je voulais avoir travailler avec le monde qui se blesse. Et puis leur ramener à place de juste comme voir comment ils se maganent comme pour Kevin Durant en fin de... alors tu vois son non, moi je le savais, dès que tu le voyais... Parce qu'il y avait déjà un étirement du mollet, puis il pullait son Achilles, alors c'est ça. Alors, ils disent que le fait que tu aies déjà un étirement, alors tes fibres, ils tirent beaucoup plus sur le tendon, ils protègent moins le tendon, et puis pouf. Non, mais c'était clair, tu sais, qu'il y avait toute la pression. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'était le match 5 de la finale de la NBA. Kevin Durant, qui est probablement un des meilleurs joueurs de basket au monde, la grosse star des Golden State, en ce moment, ils étaient en train de perdre la série 3-1, maintenant c'est 3-2. Mais c'est ça, il avait manqué, je pense, 9 games, puis là, ils l'ont appelé en renfort, mais le gars, tu sais... Il a duré 12 minutes. Tu voyais que son tendon était pas correct. Là, on l'avait vu sur le banc, il y avait comme un gros bandage autour avec de la glace peut-être. Puis c'est ça, il a même pas fait un quart, puis il a eu 11 brisé. Points dans 12 minutes. Alors, c'était un talent, il voulait être là. Alors, des fois, c'est que c'est intéressant, ça parle du point où des fois, je dois dire à mon monde de pas courir ou de les ramener. Ou comme, j'ai du monde que tu dois pousser pour courir plus vite ou comme être pas inquiet de se reblesser et puis du monde que tu dois leur arrêter parce qu'ils vont se blesser trop vite. Là. Alors, moi, je suis gros sur laisser le monde et écouter leurs symptômes et écouter eux-mêmes. Là. Ouais. Puis c'est ça, parce que souvent, c'est ça, c'est un peu tu regardes les théories de l'autodétermination, il faut que tu te donnes une certaine autonomie. C'est ça, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'autonomie. Il faut que tu donnes l'autonomie à la personne. Ou si tu vas établir de même une relation avec la personne. C'est pour ça que je suis très gros sur le moins que tu touches une personne, et spécialement comme une personne comme le plus qu'ils vont s'engager à faire. Les mains sont des outils que tu dois sortir quand tu as besoin. Si tu sors tes mains, et puis la seule raison pourquoi ils viennent, c'est tes mains. Ça crée une dépendance. Mais c'est drôle parce que c'est la première pensée que n'importe qui va avoir. Tu dis, je vais aller voir mon physio. Ok, qu'est-ce qu'il t'a fait, tu sais? C'est quoi les trucs qu'il t'a fait? Est-ce qu'il t'a fait un deep tissue ou quelque chose? Ça peut faire du bien et ça peut aider à quelque chose. Mais dans quel pourcentage des fois, tu sais? Je veux dire, honnêtement, c'est pour ça que, honnêtement, c'est drôle parce que je reçois des plaintes des fois des thérapeutes, des clients CSST ou comme de ça. Il fait pas assez pour moi, tu sais. Ils pensent qu'ils sont négligés. Et puis ils pensent qu'ils sont négligés. Puis à place que je veux leur renforcer, de faire des exercices, faire des mouvements, et puis je leur touche moi, où je fais comme vraiment des pressions de deep tissue, mais je veux pas leur flatter, là. Le monde veut du suédois, il veut se faire sentir bien. Et puis ça, moi, je m'en fous de ça, là. Vraiment, là. Et puis j'haïs ces clients-là parce qu'ils veulent se faire soigner. Puis et puis des fois, je dois dealer avec ça. Mais c'est que le monde souvent, c'est ça, ils n'ont pas confiance en leur capacité. Non, ils veulent se faire soigner. Ça, parce qu'ils croient pas qu'ils peuvent se soigner eux-mêmes. Ils croient pas que de faire les exercices, ça va... Parce que tu le vois pas directement. Tu sais, quand tu fais l'exercice, tu fais juste, OK, ça force. Mais tu sais, faut que tu le fasses à répétition pendant des semaines et des semaines pour avoir les bénéfices. Mais c'est ça, c'est que versus tu te fais toucher par le physio, puis là t'es comme j'ai senti, là il m'a déplacé de quoi. Mais c'est comme ça la même chose avec des blessures chroniques. Il y a des fois où genre
une tendinopathie chronique ou de quoi, le monde se fait opérer et puis ils font le même physio qu'après se faire opérer. Et puis juste parce qu'il y a une opération, ils vont écouter et se quantifier mieux à la place de refaire la même chose et retourner en rond. Alors, c'est la même affaire. Là. Je suis comme juste tanné de juste voir le monde demander d'être soigné puis se prendre en main. Là. Ça serait trop drôle. Ouais. Puis pour répondre à la deuxième question d'Annick, est-ce que c'est important que les athlètes visitent un physiothérapeute même s'ils sont pas blessés? Peut-être je peux prier pour ma paroisse, comme ils disent en bon français. français. Ouais, preach, ouais. Ouais, mais genre honnêtement, là, baf, non. Ouais. Pour de vrai, si t'as une bonne équipe de soutien autour de toi, t'as un très bon coach ou quelqu'un qui t'écoute et que t'as des bons exercices, que tu te blesses pas, t'es pas à risque, tu cours autant que t'as besoin, t'as pas besoin de nous payer. Moi, j'aime l'argent, alors... Ouais. Fait que venez me voir si vous voulez. Si vous voulez me payer pour que je te dise que tout va bien. Mais genre, si t'as un bon coach ou un bon entraîneur comme des professionnels d'entraînement qui ont des kinésiologues ou des strength and conditioning coach, des choses comme ça, et puis eux aussi te gardent en forme et t'as pas de blessure et ils sont capables de te pousser. Dans une game de physiothérapie, c'est ça, comme je parle la plupart du temps, l'avantage de la physiothérapie, c'est d'évaluer. Et ça, c'est comme qu'est-ce qu'on a plus que peut-être un kinésiologue ou un thérapeute sportif ou de quoi. On a comme beaucoup de bases sur l'évaluation comme peut-être de muscles ou de structures et des choses comme ça. Alors, les thérapeutes sportifs, ils ont très bonne capacité d'évaluer aussi. Mais je me dis que la physiothérapie, on essaie de genre d'évaluer et réadapter. Alors, si le monde ils n'ont pas blessé, oui, peut-être on va trouver des petites lacunes, mais peut-être ton strength coach ou ton kinésiologue peut les trouver aussi. Alors, si tu as besoin de nous payer, honnêtement, si tu crois dans ton physiothérapeute et il te connaît depuis longtemps, honnêtement, c'est plus le lien de confiance et le nombre d'années ou la longueur de temps que tu connais la personne. Là, tu peux voir comment que ça évolue, qu'est-ce qui c'est faible, qu'est-ce qui est pas correct. Là. Toujours dur de s'interroger nous-mêmes des fois. On s'écoute, mais on peut pas comme regarder d'extérieur qu'est-ce qui a mal ou qu'est-ce qu'on fait pas bien. C'est pour ça qu'on est des coachs. Alors, c'est ça. Mais c'est ça. If it ain't broke, don't fix it. C'est pas brisé, pas besoin de le réparer. Ouais, comme si tu veux, des fois, prévenir ou comme genre avec le minimaliste, des fois, le monde sont capables d'augmenter des fois leur performance juste parce qu'ils sont plus forts. Alors, des fois, le monde break things just to fix things. Alors, c'est drôle. Comme tu peux comme te rebâtir comme coureur, ta technique de course ou comme la façon que tu cours. Alors, c'est comme intéressant. Des fois, il y a beaucoup de paradigmes là-dessus. Alors. On a un peu jasé de ça déjà, mais on va juste settle it. On a Nicolas Martin qui demande que penses-tu des étirements, souplesse, flexibilité après avoir couru? Mais on vient juste de le parler, évidemment. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est comme c'est simple. Si c'est quelqu'un de très raide, peut-être, mais honnêtement, jamais statique. Et puis je peux plus à faire un bon cool down et puis genre de se masser ou peut-être même si tu aimes bien ça, le foam roller juste pour te travailler ta tête là. Non. Mais genre si il y a pas comme peut-être les coachs ou juste les anciens comme juste façon de faire, c'est toujours comme tu vas faire ton cool down et puis après ça tu vas t'étirer, jamais statique là. Et puis genre ils ont fait c'est fou parce que t'as tellement, moi je me souviens tellement de coachs qui m'ont dit là, tu sais, par le passé là, tu sais ils ont pris faire du statique parce que leur coach leur faisait ça, tu sais. Ils ont pris une équipe de football. Puis les joueurs de football, ils ont souvent des étirements d'ischio, de claquage. Ils ont pris la moitié, ils ont dit tu vas t'étirer le mollet, tu vas avoir un bon programme d'étirement, tu vas être flexible au max. L'autre moitié, ils ont fait juste des Nordic curls. Alors où tu tiens la jambe et tu travailles juste le mollet, tu travailles l'ischio. Alors c'est juste un exercice très difficile pour l'ischio et puis tu l'enforces. Qui avait pas de blessure, les personnes qui ont travaillé l'ischio. Et puis qui avait les mêmes blessures, les personnes qui se sont étirées. Les étirements statiques, pas vraiment besoin. C'est plus important de faire un cool down, de masser si tu as quelque chose de tendu, masser, formuler, juste pour peut-être relâcher le muscle, peut-être relâcher comme. Et juste écouter ton corps un petit peu. Juste pas juste aller de courir et puis d'être assis comme pour une heure de temps. Là. Tu vas juste être raqué. L'étirement, il y a peut-être une étude ou deux qui dit que peut-être ça va prévenir un petit peu de raideur long terme. Mais c'est ça. Alors, est-ce que tu veux t'étirer? Genre, je pense que tu veux gagner ou maintenir peut-être ta flexibilité normale. Alors, c'est ça. Pas t'étirer pour te déchirer, comme je dis au monde.
Puis ça, ouais, c'est ça. Puis ça répond aussi à la deuxième question de Nicolas, qui est l'importance des warm-up et cool-down. Je pense que là, tu dis ça, c'est très important. Très important. Et puis des mouvements dynamiques, des mouvements comme dans l'amplitude, alors genre des leg swings, comme des ABC qu'on fait d'habitude, ça c'est très important. Et le plus important que tu peux faire, c'est ça. Puis quelle durée tu donnes pour des warm-up? Warm-up, honnêtement, ça c'est comme une question, j'ai réfléchi un petit peu. Ouais. Le plus long que tu cours, le moins long que ton warm-up devrait être. Ouais, c'est ça. Si tu fais des plus longues reps, un peu plus lentes, c'est ça, du tempo, là, tu sais, warm-up 10-15 peut-être? Ouais, non, mais même 15-20. juste à ça, c'est juste comme en tant que comme marathon, demi-marathon et des cours. C'est ça. Pour un entraînement, moi je m'entraîne toujours comme un entraînement sur la piste ou quoi, mes intervalles, c'est toujours une 15-20 de minutes de course. Moi, je trouve que 10 minutes, c'est gros minimum que je fais. Moi aussi, là. Alors, et puis au moins 15-20, j'aime ça. Ça, c'est juste. Mais tu peux aller jusqu'à une heure. Là. Mais si tu vois. Est-ce que tu as vu Usain Bolt ou les Olympiens courir avant leur marathon? Ils sont là 3 heures avant. Ils sont en train... Usain Bolt fait du marathon? Non, pas de marathon, mais aux Olympiques. ouais. C'est que tu leur vois 3 heures avant leur épreuve. Aller à la piste. Jogger un petit peu. Ils font des swings, ils se massent, ils se roulent, ils font tout. Alors, le plus. Et puis ça, c'est pour une course de 10 secondes. Genre. Ouais. Alors, et puis les sprinters devraient courir, avoir plus d'entraînement, plus de réchauffement, plus d'étirement, plus. Alors, juste pour vraiment comme réchauffer le corps et se sensibiliser, tandis que. Coureur de longue distance, c'est un petit peu moins important. Warm-up. Si tu as couru un gros marathon, là, des fois à la fin, tu attends 15 minutes à attendre. C'est sûr que tu dois te réchauffer avant, arrêter, réchauffer. Alors, et puis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite et il n'y a pas de durée. Ça marche à chacun, mais c'est le plus important, c'est d'en faire des deux. C'est ça, c'est de les faire. La durée, ça va varier selon l'individu, mais c'est ça. Faut au moins les faire, pas les négliger. Puis c'est ça, finalement on avait Philippe de Villeray, Philippe Blackburn, qui me disait j'aurais besoin qu'on me motive à m'étirer après avoir couru, mais on dit t'as pas besoin. Peut-être dynamique si tu veux, mais c'est ça, mais c'est motivé, mais c'est si tu as besoin d'une motivation pour le faire, ça veut dire que tu te poses des questions. Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as une blessure, est-ce que tu as un raccourcissement d'un muscle? Je trouve que c'est juste mieux de faire un exercice ou faire des exercices de strengthening. De strengthening ou de prévenir ça. Et puis juste de te calmer, retour au calme. Ouais. Fait qu'au lieu de t'étirer, mais fais des petits exercices, genre lever les jambes, de quoi qui va travailler. Moi, je vais répondre à la question de Beyond Meat. Là. Ouais, bon, ok. Puis il y a Phil aussi qui m'a dit que penses-tu du Beyond Meat? Bon, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi? C'est 20 grammes de protéines par patty. Par patty, là. Ouais. Hey, c'est... Honnêtement, ça serait comme... C'est sûr que le monde végétal et puis le monde vegan, végétarien, c'est très important et puis pour notre planète et pour nous. Honnêtement, je pense que c'est bon. C'est une grosse compagnie avec du marketing, tout le kit. Ouais. Mais ils ont du succès. Hey, leur stock est en train de voler en ce moment. Exactement. Ils ont starté à 60, là, c'était comme à 140, 150 sur la bourse, ils ont fou. des contrats avec comme Burger King et des choses comme ça. Alors, Burger King, c'est Impossible ouais, Foods. c'est leur McDonald's. Alors, c'est McDonald's qui a Beyond Meat. Tu sais, un ou l'autre. Ouais, en tout cas, ouais. Bof, anyways. C'est bon. C'est juste que tu dois convaincre la majorité à manger. Honnêtement, je pense que, comme je disais au monde, dans 100 ans, on va manger des protéines de plantes ou d'insectes dans 100 ans. Ah ouais. C'est ça que je me dis. Ah mais là, j'aime mon steak, alors donne-moi mon steak! Là. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Je suis terrible. Non, mais c'est correct. C'est le fun parce que souvent, t'as beaucoup de monde, tu sais, carnivore. T'es quand même carnivore, tu manges ton steak pis tout, mais comme souvent, t'en as qui ils sentent comme un peu attaqués quand tu dis, tu sais, boulette végétale. Puis là, ils sont comme, ben là, j'ai le droit de manger mon. On devrait réduire la quantité de protéines d'animaux qu'on mange et j'essaie de réduire le moins possible, et puis du lait, des choses comme ça. C'est ça, sans gâcher ta vie. Là. Mais le problème, c'est que c'est toute la mentalité comme l'industrialisme, et puis genre là, on va vraiment sur un tangente, là. C'est comme, qu'est-ce qu'on a après la Deuxième Guerre mondiale, tout le complexe qu'on doit se défaire parce qu'on a détruit notre planète, et puis on a l'attaqué comme avec juste la façon qu'on fait. J'ai une voiture, je dois aller à Verdun, juste parce que j'avais un petit peu pas assez de temps. Honnêtement, j'aurais dû prendre un vélo, ou j'aurais dû prendre le métro.
mais parce que j'ai accès et puis j'ai Ah, mais les c'est ça, on moyens. a nos vies, puis tout. Puis, ouais. Exactement, mais c'est ça. Mais on parle de ça, c'est juste ça rentre dans toute affaire. Alors, Ouais. j'espère que je suis capable de, pour mes enfants ou quoi, juste de montrer un monde où ce que j'ai pas besoin d'utiliser une voiture pour aller tout partout, Mhm. ou qu'ils sont capables de pas avoir besoin de manger des steaks et patates à tous les soirs. là. Ouais. On espère qu'ils vont faire d'autres bike lanes de plus en plus là, qui continuent là-dedans. Comme ça, Oh, on est chaque plus fois que safe. j'ai des amis qui habitent en banlieue qui me battent après des bike lanes, je suis comme tabarnak. J'ai une voiture et on a besoin de bike lane, on a besoin de promettre le transport en commun, Ouais. tout ça. C'est, Parce que c'est... si plus il y aura de bike lane, à un moment donné, oui c'est chiant pour les autos au début, mais à un moment donné, il y aura moins d'autos. Parce que tout le monde va faire du vélo, tu sais. Fait que Exactement. c'est ça. Moi je suis en faveur de ça. Le vélo très pratique, ça coûte rien comparé à. Première chose que auto, je là. suis revenu à Montréal, c'était comme Ouais. mon ami m'a donné un vélo et tu dis voilà ton vélo. Ouais. Et puis depuis ce temps-là, je le prends autant que je peux. Maintenant, honnêtement, c'est drôle. Soit que je prends la voiture ou je cours. Alors je prends comme le milieu, pas le transport, la Ouais. course, ou le plus gros transport. Ouais. Non, c'est ça, Steve, il me racontait ça, justement, on peut voir, là, vous pouvez voir si vous le suivez sur Strava, là, des fois, il jogue pour se rendre à la clinique de physio, pour revenir, là, c'est... Exactement. Ouais. Et puis c'est pour ça que c'est avec des enfants que tu dois te trouver. C'est ça, Si tu le trouves ou faire ton temps, faut que tu veux trouves, là. la course, si tu veux performer, tu vas te motiver, tu vas Ouais. mettre ça comme une priorité dans la vie. Tu Faut vas être perdre des créatif, ouais. Faut être créatif, exactement. Ouais. Puis, ouais, la créativité. Mais c'est ça, moi aussi, j'aime bien... j'ai jamais goûté, en fait, au Beyond Meat, mais j'ai entendu bien parler. Il y a beaucoup de monde qui dit que ça goûte la même affaire. Il y en a certaines qui disent que c'est un petit peu différent, mais... Mais hey, si ouais. c'est un petit peu différent et puis c'est beaucoup moins mauvais pour la planète, on gagne là. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Apparemment, il y avait du monde qui disait ah, mais c'est rempli de sodium. Ouais, mais techniquement, la boulette Toi, normale aussi est remplie de Tout est sodium. rempli- Genre, fait que... Sinon, il n'y a pas de goût là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis du sel, si t'es un coureur, pour de vrai, le sel, c'est pas tant un problème. Parce que Mais tu juste souhaites so much que t'as besoin de sel. t'sais. Exactement. Et puis la Ouais. plupart du temps, c'est comme peut-être une nutritionniste. Comme Si. Annick va te parler plus de ça, là, c'est comme. Ouais, on va en jaser en Exactement, juillet. c'est Plus, que genre le sel, ça dépend c'est pas juste la quantité de sel, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le reste des calories qu'on mange. là. Mhm. C'est juste un sel, c'est comme juste un autre élément, comme c'est un autre clou qu'on a. Ouais. Ah ouais. J'aurais voulu parler, jaser plus longtemps que toi, mais là, le temps nous presse. Il faut que je sois à 11h à McGill. Ah, Pour, on peut faire une partie 2 à C'est chaque- ça, c'est ça. à ch- c'est- Éventuellement, on se fera, c'est ça, une deuxième partie. Là, on Non, c'est habite le pas, fun parce que comme là que tu débutes ça, tu vas avoir une gang de monde qui viennent. Comme j'écoute le podcast de Mario Frioli, c'est un gros coach Ouais. aux États. Et puis là, après comme il y a 50-60, là, il commence à revoir le monde après comme le C'est monde ça. qui est au début. Ouais, c'est ça. Alors- Tu repasses, là, tu sais, quand tu Mais renardes on a un de... petit monde, on est au Québec, Ouais. on parle français. Ah alors ouais. ça va. Non, c'est ça. Nous, on va encore plus revenir plus tôt parce que c'est ça. Un moment donné, j'aurai plus de monde, mais c'est ça. J'ai quand même une couple de. J'ai quand même encore beaucoup de monde que je veux faire. Peut-être éventuellement ça Blaise. J'ai Bianca qui s'en vient la semaine prochaine, Prémont. Ouais, Puis c'est c'est cool. ça, ouais. On a des petits sneak preview. Hey, Donc, Bianca, mais c'est ça. cool. Mais merci Ah, beaucoup de d'être rien. venu. Hey. En cette, je sais qu'il n'y a aucune journée qui est tranquille pour toi. Oh ben juste attends que j'ai une nouvelle maison là, ça va se calmer. Ah ouais, non, c'est ça, là, finaliser la vente du condo, puis... mais c'est ça, ça se vend vite à Montréal, ces Ça temps-ci. se vend comme un condo dans le plateau, ça se vend. Alors c'est Hey, pour ça que ça a aucun bon sens. c'est aucun bon sens. Mais c'est ça. Mais le problème c'est que c'est un bon signe. Ça veut dire que Montréal est encore en croissance et puis on va dans la bonne direction. Ouais, on espère que c'est pas les Airbnb qui... Oh non, ouais. mais c'est ça. Mais mon bâtiment, on interdit Ok. les Airbnb. Good. Alors c'est pour ça que c'est un atout. Et puis je suis très comme j'ai des amis Christian qui ont comme genre des logements touristiques de Airbnb qui frôlaient un petit peu la loi au début. Puis Ah ouais. maintenant c'est bon parce qu'on doit les encadrer parce que Mais c'est ça, il faut encadrer, tu sais, c'est Parce que ouais. la bonne affaire de Montréal, c'est encore abordable pour la plupart du monde. Oui, il y a beaucoup d'alarmes que la plupart du monde ne sont pas capables de se louer, s'acheter des grosses maisons. Mais le problème, c'est que une grosse ville, tu ne veux jamais avoir 3 et plus chambres à un prix Ah ouais. modéré. Ah ouais. C'est ça une ville. Alors, anyways. Yep. Mais c'est ça, donc, inscrivez vos commentaires si vous avez des réactions. Réactions, des questions. Ouais. Là, je voulais pas répondre aux questions au début, mais là, si le monde me publie des questions, je vais le lire et puis je vais dire mes deux. C'est 2 cents. C'est mes Il va deux donner cents. ses 2 cents, mais Ouais.
C'est ça. C'est ça, gênez-vous mon pas. opinion. Si vous êtes un acupuncteur fâché, si Ah, vous êtes un... tous les professionnels de santé que j'ai dit que vous que j'ai dit- bâché. que j'ai dit de la bullshit là, honnêtement, inquiétez-vous pas là. Inquiétez-vous pas. J'ai rien contre vous autres là, j'ai juste mon opinion et puis Oh ouais. vos patients vont aller vous voir et mes patients vont aller me voir et puis That's it. Puis c'est ça, likez tout, puis... OK, partagez, c'est ça, puis je partagez. vous aime tous là. Yes. Merci. Peace and love. Peace and love. Bye. Bye. Alright, man.